Avant de faire votre choix, regardez bien combien ça coûte avec le réseau Occasion du Lyon Peugeot. Mercredi, dans Combien ça coûte, le début d'année est passé au crible avec un panorama de la voyance et de ses pièges, l'étude du marché des calendriers, la vérité sur les soldes ou comment naviguer entre les bonnes affaires et les arnaques. Et les chaînes d'argent qui prospèrent en Allemagne et sont en passe de devenir un grand classique de l'escroquerie. Avis aux retardataires, le réveillon de l'an 2000 est déjà un vrai business. Jean-Pierre Pernaut présente Combien ça coûte, mercredi 20h50 en direct sur TF1. Bonsoir, 3 ministres étaient réunis autour de Lionel Jospin hier soir. Martine Aubry, ministre du Travail, Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'Économie et Christian Sauter, qui a en charge le budget, se sont en effet retrouvés durant près de 3 heures à Matignon. Ils ont été rejoints par les présidents des groupes socialistes à l'Assemblée et au Sénat et par plusieurs présidents de commissions parlementaires. Officiellement, il s'agissait de parler des 35 heures. En fait, le mouvement des chômeurs se trouvait indirectement au centre des discussions, comme le confiait Claude Barthelone à la sortie de Matignon. Nous avons eu un travail sur le texte réduction du temps de travail, mais d'une certaine manière, ça abordait le problème des chômeurs. Vous avez pu constater quand même que dans le cadre de leurs revendications, ils souhaitaient qu'il puisse y avoir un mouvement plus important en ce qui concerne la création d'emplois, et ce texte-là est un des outils. Dans le cadre des différentes mesures qui ont été prises sur l'amélioration du niveau des rémunérations sociales, sur les cantines scolaires, sur tout un certain nombre de sujets qui touchent la situation de vie de celles et ceux qui sont le plus fragilisés et en état de précarité dans cette société, il y a eu beaucoup de gestes qui ont été faits. A noter que des voix discordantes se font entendre au sein de la majorité et du gouvernement, après l'écologiste Dominique Voynès et Marie-Georges Buffet, ministre communiste des Sports, qui apporte son soutien au mouvement. Sur le terrain, plus d'une vingtaine d'antennes ACDIC sont toujours occupées, une vingtaine sur 630. De nouvelles ACDIC ont reçu la visite des associations de chômeurs et des comités de chômeurs de la CGT. Certaines ont été évacuées par les forces de l'ordre, comme Saint-Dié, Cherbourg, Paris, Bordeaux ou ici Clermont-Ferrand. Il n'y a pas eu de blessés. Du côté des syndicats, tous parlent de la radicalisation de la position du CNPF après la réunion qui s'est tenue au siège du patronat. Justement, les partenaires sociaux abordaient le dossier de la couverture sociale des emplois jeunes et des personnes en CES. Mais en filigrane, il y avait bien sûr ce mouvement des chômeurs. Laure Bezeau pour le commentaire. Pour une reprise de contact, c'était en effet la première réunion entre syndicats et patronat. Depuis l'accession à la présidence du CNPF d'Ernest-Antoine Sellière, l'ambiance était plutôt tendue. Bernard Bosson, vice-président de la commission sociale du CNPF, a très rapidement planté le décor, déclarant le régime d'assurance chômage n'est pas un bureau d'aide sociale. Sous-entendu, pas question de répondre à toutes les exigences en matière d'indemnisation, exigences des chômeurs bien sûr, mais aussi du gouvernement. À la demande de Martine Aubry de faire gérer par l'UNEDIC la couverture chômage des emplois jeunes, le patronat a donc décidé de répondre par une fin de non-recevoir, rappelant au gouvernement que la création de ces 350 000 emplois dans la sphère publique est entièrement de sa responsabilité. Sur le deuxième thème, inscrit au menu de la réunion d'aujourd'hui, l'allocation de formation reclassement, le patronat a toutefois accepté de lâcher un peu de lest. Les demandeurs d'emploi seront assurés jusqu'à la fin de cette année de toucher une indemnisation minimum lors de leur formation. Prochaine étape très attendue par tous les chômeurs mobilisés sur le terrain, demain, avec la réunion du conseil d'administration de l'UNEDIC. Jacques Chirac n'est pas encore directement intervenu sur ce dossier. En revanche, le président de la République a décidé de recevoir 12 maires de villes moyennes particulièrement concernés par la violence urbaine. Réunion à huis clos, ce qui a amené Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, à déclarer que ce thème était une responsabilité collective du gouvernement, mais aussi du chef de l'État. Sur un autre thème, celui de la taille et du poids de l'État, le président de la République a mis en garde le gouvernement lors de la cérémonie des vœux devant les corps constitués contre une extension continue de l'État. 41e audience du procès de Maurice Papon devant la cour d'assises de la Gironde. La cour a poursuivi l'examen du deuxième convoi du 26 août 1942 qui a emporté 441 juifs vers le camp de Drancy. La journée a été marquée par les témoignages d'Armand Coplet et Léon Ziegel, tous deux concernés par ce convoi puisqu'une partie de leur famille se trouvait dedans. Compte rendu d'audience, Catherine Verger. Léon Ziegel a 70 ans. En juillet 42, il a été arrêté dans les Landes, transféré au camp de Mérignac, puis déporté en Allemagne. Comme il avait 15 ans, il a été affecté à un camp de terrassement près d'Auschwitz.
Léon Ziegel, qui a perdu une partie de sa famille dans les camps de la mort, se considère non pas comme un survivant, mais comme un revenant. C'était d'abord le train de la mort, c'était les camps de la mort, ça a été la marche de la mort, où chaque jour on a perdu pratiquement 80 camarades. Et puis c'était chaque minute du jour et chaque minute de la nuit, la mort à nos côtés. Pour Léon Ziegel, il ne s'agit pas de réclamer vengeance contre Maurice Papon, simplement que la justice fasse éclater la vérité. La vérité, celle de Maurice Papon, c'est de répéter que sous Vichy, l'administration était aux ordres des Allemands. Si j'avais su ce qui s'est finalement passé, dit-il à Maître Zaoui, avocat des partis civils qui l'interroge, j'aurais pu envisager la désertion. Mais nous ne savions rien, ajoute-t-il aussitôt. Maurice Papon a par ailleurs jugé absurde et scandaleux qu'on accuse l'administration française d'avoir délibérément regroupé les enfants du convoi d'août 42 afin de s'en débarrasser. À Metz, une première mise en examen après la fusillade qui avait fait 3 morts la nuit du Nouvel An dans un cabaret. Un homme de 28 ans a été écroué. L'auteur présumé du meurtre, des meurtres, lui court toujours. À Lyon, annulation par le tribunal d'instance de l'élection de 18 membres de la CFNT, la Coordination française nationale des travailleurs, organisation proche du Front National, trop proche selon les juges qui affirment que la CFNT n'a pas à parler de préférence nationale. Nom de code Papop, ce n'est pas l'arme secrète du dernier James Bond, mais le dernier fusil mis au point pour le fantassin français de 2010. On est très loin du fusil Lebel, des poilus de 1914. Évolution technologique oblige, le Papop peut tirer dans les coins. Une arme ultra perfectionnée pour tuer ou se défendre. Frédéric Dupont et Jérôme Marcantetti. Ce n'est qu'un prototype, mais cette arme de guerre à tirer dans les coins n'appartient plus au domaine de la science-fiction. Un fantassin peut, grâce à elle, tirer à l'abri d'une protection sans avoir à se montrer. L'astuce réside dans un viseur évolutionnaire qui permet au soldat de voir sa cible latéralement. Un absorbeur de choc tout aussi high-tech assure enfin la stabilité du tir décalé. Pour Jet Industries, qui réalise son étude de faisabilité, c'est déjà l'arme du futur. Elle va nous permettre d'observer, comme avec votre caméra aujourd'hui, toutes vous en restant cachés, en tournant autour, en restant derrière un abri, le canon étant dirigé vers la cible. Et si on a détecté une cible, si on sait qu'une cible est derrière un abri, par exemple derrière un arbre, derrière un mur, dans une pièce, eh ben on va dire à la munition d'exploser à un endroit précis. Baptisé Papop, son nom de code pour polyarme et polyprojectile, ce fusil sera capable de tirer des balles explosives comme des balles classiques, ceci de jour comme de nuit, jusqu'à 600 mètres avec la précision d'un métronome. Paradoxalement, ce tout en un ne coûtera, si l'on peut dire, que 15 000 francs environ. En revanche, le coût de chaque munition est exorbitant, environ 1000 francs pièce. Le Papop armera certainement l'armée française au XXIe siècle et rangera le FAMAS au rayon des antiquités militaires. En Algérie, les massacres du Ramadan se poursuivent. La presse indépendante n'en finit pas d'égrener le nombre des victimes et les récits tous plus macabres les uns que les autres. On parle de 160, peut-être 200 morts lors du dernier week-end. Face à ce véritable climat de guerre civile, la France et plus largement maintenant l'Europe et les États-Unis demandent une enquête internationale sur ces massacres. L'ambassadeur des États-Unis a d'ailleurs été convoqué à Alger par les autorités hier soir. Patricia Loisan. Dimanche, l'Allemagne avait proposé la mise en place d'une aide européenne aux victimes de la terreur en Algérie. Une suggestion retenue par la présidence britannique de l'Union. Dès après-demain commenceront une série de réunions sur l'aide de l'Union européenne aux populations algériennes. Ces conclusions seront soumises aux chefs de la diplomatie des 15 lors de leur conseil le 25 janvier prochain. Nous nous sentons très concernés par l'intensification de la violence en Algérie. On ne peut pas considérer que c'est une simple affaire interne sur laquelle la communauté internationale n'a rien à dire. Hier, Paris avait souligné le droit légitime des Algériens à être protégés face au massacre, une réaction jugée inacceptable par Alger. Aujourd'hui, le Quai d'Orsay se félicite de l'initiative européenne tout en se défendant de toute tentative d'ingérence. Notre action dans le cadre européen est guidée par le souci de l'efficacité au bénéfice de la population algérienne. Pour Paris, la proposition allemande de l'envoi d'une troïka européenne en Algérie est une bonne idée. Pas de commentaire en revanche sur la demande américaine d'une enquête internationale sur les massacres. Le sport ce soir, c'est avant tout du football avec la qualification du Paris Saint-Germain pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Les Parisiens qui accueillaient Lyon au Parc des Princes ont emporté 1-0 grâce à un but de Florian Maurice sur un centre de son capitaine, le Brésilien Rai.
Je vous rappelle que le vainqueur de la Coupe de la Ligue se retrouve qualifié pour la Coupe de l'UEFA. Autre nouvelle concernant le foot, il n'y aura pas de grillage autour des 10 terrains de la prochaine Coupe du Monde. Une décision annoncée notamment par Michel Platini et la suppression des grillages demandés par la Fédération internationale est le plus gros problème de sécurité rencontré par les organisateurs. Exemple à Saint-Étienne avec ce reportage de Régis Cotias. Pour la Coupe du Monde, le stade Geoffroy Guichard s'est refait une beauté. Pelouse, éclairage, tribune, tout est neuf. Mais les travaux ont conservé le caractère, l'âme du chaudron. Les gradins et le terrain sont éloignés de quelques mètres à peine. Dans ces conditions, la suppression des grillages n'est possible pour la Coupe du Monde et après qu'avec une étroite surveillance des supporters. Nous supprimons les grillages si les 3 conditions fixées sont remplies, à savoir que des places assises, c'est le cas, un système de vidéosurveillance performant et agréé par les autorités, c'est le cas, et troisième condition, c'est que le club résident qui succédera à la Coupe du Monde puisse mettre en place un système de gestion du stade qui permettrait au grillage d'être maintenu en situation abaissée. Le club, les Verts de la SSE en délicate situation sportive et financière vient de changer de main. Et le nouveau président devrait refuser de payer du personnel pour encadrer le public. Dans ce cas, les grillages resteront en place, à moins de trouver un compromis pour la Coupe du Monde. On a dans nos cartons des études pour couper, rabaisser, transformer ces grilles. Maintenant, le temps commence à presser et puis il y a un coût aussi. Prix de l'aménagement, 2,5 millions de francs, non prévus dans le budget de rénovation du stade. Bref, la suppression des grilles se heurte aux réalités du terrain à quelques 150 jours de la compétition. En marge de cet événement mondial, les 3 ténors Luciano Pavarotti, Placido Domingo et José Carreras donneront un concert unique. Ce sera le 10 juillet, la veille de la finale de la Coupe du Monde sur le Champ de Mars à Paris. Seules 10 000 places seront en vente. Prix de ces places, il est compris entre 750 et 6 500 francs. Pour les autres, 7 écrans géants retransmettront le concert le long du Champ de Mars. C'est la fin de ce journal. Excellente nuit à toutes et à tous. C'est une maison qui en fait ne ressemble à rien. Moi je l'appellerais la maison sans nom. En face de nous vous avez la Suisse et puis au bord de cette vallée se trouvait une maison sœur et les 2 frères qui habitaient ces 2 maisons se faisaient des signes parce qu'ils étaient probablement contrebandiers. Et ce qui m'a plu dans cette maison, c'est qu'elle me ressemble. Elle est dans le rythme du paysage, en quelque sorte. Et puis elle se lance vers le ciel, c'est aussi une conquête de l'espace comme une fusée. Les idées prennent vie du côté de chez vous, avec les magasins Leroy Merlin. Les motards de la loi. Ils interviennent jour et nuit dans la capitale, parfois même au péril de leur vie, parfois outrepassant leur mission. Pendant plus d'1 mois, une équipe du droit savoir a suivi à l'aide d'équipements spéciaux la brigade anticriminalité à moto dans ses contrôles de chauffards, ses raids dans les sous-bois des grands parcs de la capitale, mais aussi dans ses escortes de personnalités et d'ambulances du SAMU. Enfin, dans ses actions en flagrant délit sur des lieux de crime. Le droit de savoir a pu montrer une vision de Paris réaliste à travers les diverses interventions de ce corps d'élite. Le droit de savoir, mercredi 22h55 sur TF1. Bonne année et bon vent avec Kiabi. Bonsoir, l'anticyclone revient. Le calme aussi, par voie de conséquence. Plus de tempêtes à l'horizon et des images agréables à regarder. Ah, il y a encore une tempête, oui, mais elle reste sur l'Atlantique. Nous sommes simplement effleurés par ce front froid, qui n'est d'ailleurs pas très froid du tout. L'anticyclone qui est ici va gonfler demain. Vous aurez encore des nuages demain matin sur la moitié nord. Mais dans l'après-midi, quel changement! Voici ce que prévoit Météo France. Ah, c'est quelque chose, une carte pareille. C'est du beau temps près de la Méditerranée. Là, ça ne changera pas vraiment par rapport à ces derniers jours, avec du vent, 60 km à l'heure, enfin le secteur ouest, moins qu'aujourd'hui d'ailleurs. Du vent également en marge d'un système un peu plus perturbé en Manche, où les rafales pourraient encore atteindre 100 km à l'heure en rafale, 90 au nord de la Bretagne, 80 sur l'intérieur. Et puis, comme vous le constatez, sur le littoral atlantique, et en marge du système entre 60 et 70 km à l'heure. Mais ça n'est pas une tempête, loin de là. Nous allons donc vers le calme et conserver une très grande douceur pendant plusieurs jours. Les températures minimales seront en hausse et les températures maximales stationnaires, tout à fait incongrues pour la saison. On devrait
être dans des gelées. Ah, pas de gelée. 8 degrés de maximum pour Langres, 16 pour Biarritz, 16 pour Bastia, 15 pour Perpignan, 11 à Brest, comme à Metz ou à Nancy, ou à Reims, 10 à Paris, 11 en Touraine ou dans l'Orléanais ou dans le Limousin. C'est magnifique. Et en plus, aux joies, vous accueillerez demain Evelyne Delia. Bon vent avec Kiabi. Ça fait 20 ans. Monsieur Narbonne, vous avez fait bon voyage? Marcel Narbonne? Qui est-ce? Une vieille connaissance à moi. Je suis revenu à Marseille parce que j'avais le mal du pays. Ne me prends pas pour un corps. 400 kilos de drogue saisie. Si Van Locke est sur le coup, je donne pas cher de ton Marco. Non! Tu ne savais certainement pas que tu as envoyé un tueur pour descendre ton fils. C'est une affaire entre lui et moi. C'est pas le Chinois qui m'arrêtera. Le passé n'est jamais simple, même pour Van Locke. Jeudi 20h50. À Rochefort-sur-Nénon, dans le Jura, tout le monde connaît Luc Péquignot. Ce célibataire de 35 ans est le râleur du village, mais lui se présente plutôt comme un consommateur exigeant. On peut la peser, s'il vous plaît. 80 grammes. Épicerie ou supermarché, dans son village ou ailleurs, Luc Péquignot pèse toujours son pain. Il n'y a pas de raison. Un pain de 400 grammes ne doit jamais peser moins de 400 grammes. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Sans son pain, il nous mesure la balance, ça dure une demi-seconde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, que je lui dise? C'est comme ça, c'est l'habitude. Hein. Je comprends que la personne le fasse. Puisque c'est légal, le pain doit faire un certain poids. Sur le fond, il a raison. Sur le principe, c'est la maniaquerie. J'ai jamais eu d'autres clients qui m'ont fait ça. Quoi? Le fait de le faire toutes les fois, je sais pas. Vous n'êtes pas un peu un emmerdeur? Non, je pense pas, car si personne ne le fait, on ira de plus en plus à se faire arnaquer. Luc Péquignot a longtemps travaillé comme technicien contrôleur en qualité. Autant dire qu'il est vigilant. Donc j'ai fait un courrier à mon maire pour lui demander que cette cabine téléphonique ait au moins une porte. Car ici on téléphone, il n'y a aucune discrétion, c'est ouvert sur la rue. C'est la seule cabine dans le village et en plus il y a beaucoup de circulation. Donc dès qu'il passe des voitures, on n'entend plus rien. Le vrai râleur est un râleur chronique. Il ne laisse rien passer. Alors dans une journée, les occasions de protester ne manquent pas. Et pour râler, il a son arme, le courrier. Aujourd'hui, Luc en a appris une publicité pour une série limitée Peugeot qui a le tort de s'appeler Nord-Ouest. Un nom ni anglais ni français. Inventer un mot nord-ouest, est-ce qu'il n'y avait pas des mots français? On veut se battre en France pour vendre des produits français, donc je trouve ça aberrant. À un moment donné, on est obligé de faire des courriers agressifs pour être écouté. Et pour se faire entendre, pas une journée sans courrier. Luc consacre 1 heure de travail à ses dossiers. Ses cibles, les produits de consommation, avec une obsession, ne pas se faire avoir. J'écris régulièrement, chaque fois que j'ai l'impression de me faire arnaquer, mais les gens n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent. Beaucoup de gens se plaignent en permanence, mais ne font pas l'effort d'écrire une lettre de réclamation. Le premier effort, c'est l'orthographe. Râler contre les atteintes à la langue française ne peut se faire qu'à une condition, écrire des lettres irréprochables. Aussi, après chaque courrier, Luc rend visite à une voisine qui se charge de la relecture. Prendre vos clients pour des imbéciles, une majuscule à imbécile, il n'y en a pas besoin. Une région au pays, c'est pareil, il n'y en a pas besoin. Puis il savoir savoir la plus petite chose auquel personne ne penserait, lui il pense. S'il râle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le fait râler, mais c'est pas histoire de se plaindre pour se plaindre. Moi je trouve que les Français c'est ça, ils se plaignent mais ils n'agissent pas, alors que lui, au moins dans son courrier, il agit. Son premier champ de bataille, c'est son village. Et en chemin vers la poste, encore une bonne occasion qui se présente. J'ai fait un courrier à propos de ces pots de fleurs. Par exemple, celui-ci, une femme qui a une poussette ne peut pas utiliser le trottoir pleinement, car elle peut ni passer d'un côté ni de l'autre du pot de fleurs sans quitter le trottoir, sans être obligée de passer sur la route départementale. À la mairie, on connaît trop bien Luc, mais pas question de donner raison à ce râleur.
Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu d'accident notoire ou tout au moins vraiment déterminé par ces bacs à fleurs. Si le cas devait se présenter, peut-être qu'on reconsidérerait la situation. Je crois que ce monsieur ferait mieux de s'essayer comme écrivain et il gagnerait certainement beaucoup plus de temps et d'argent, surtout d'argent. De l'argent, Luc en dépense. Entre timbres, enveloppes et photocopies, il investit 1000 à 2000 francs par mois pour râler. Qu'est-ce que vous espérez de Peugeot maintenant? Une réponse, au minimum une réponse, si possible, à toutes les questions posées dans ce courrier. 2 jours plus tard, au service réclamation des automobiles Peugeot en banlieue parisienne. Bonjour mesdames. Bonjour. Le service reçoit 25 000 lettres par an, dont 10% en recommandé. Entre pépins techniques et problèmes de taille de boîte à gants, la lettre de Luc est dans le paquet. Comme toutes les autres, elle aura sa réponse. Aucun client ne doit être négligé. La lettre du râleur de Rochefort-sur-Nénon est entrée dans le circuit. Ça, c'est un râleur, c'est un vrai de vrai, celui-là. Hein. C'est un vrai, il a pris son temps, il a écrit une lettre assez longue, mais bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui répondre? Là est la question. Luc recevra sa réponse dans quelques semaines, mais attention, si elle ne le satisfait pas, il reviendra à la charge. C'est un obstiné. En fait, bonjour, je vous écoute. Sélection mail, bonjour, je vous écoute. Oui, ici aussi, on gère les râleurs. Sélection du Reader Digest vend des livres et des disques par correspondance à 6 millions de clients. Au service réclamation, 15 femmes ont pour métier de répondre aux grincheux. C'est pas l'annulation, mais simplement l'échange. Je vous remercie. Donc vous êtes monsieur Carpentier. L'enjeu, c'est de garder le client. Ce service reçoit 350 000 appels par an et donc forcément beaucoup de râleurs. Vous m'envoyez assez de papiers comme ça tous les mois. J'en ai. Écoutez, je les ai gardés depuis 2 ans, vos papiers. Oui. Je crois que j'en ai à peu près, je vous le garantis, je peux vous les renvoyer tous les ans. Non, ce n'est pas nécessaire. Je crois que j'en ai 1,5 kg. Oui, c'est pas nécessaire. Alors d'ailleurs, je commence à avoir ras-le-bol et je vais finir, si ça continue comme ça, moi, à tout annuler. Exactement. Au rythme d'une centaine d'appels par jour, qui durent en moyenne 2 minutes 10 secondes, les opératrices ont l'occasion de se faire leur idée sur les ronchons. C'est une image noire, surtout un client très laid. Ben, je crois que pour moi, dans ma tête, un client qui est agressif et qui gueule, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas beau, qui a un visage, qui n'a pas un visage coloré. Plutôt, moi, c'est noir. C'est noir, il n'est pas beau. Il est même très laid. Mais je vois rien d'agréable autour de lui. Il a l'impression qu'en râlant, il existe. Je pense que déjà au départ, le râleur, c'est ça. C'est déjà quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même. Et au moment où donc ils ont vraiment vidé tous leurs propos, vous allez leur demander leur numéro de client ou leur demander leur nom et leur adresse. Et dans ces cas-là, ils sont lâches parce qu'ils vous raccrochonnez et là, malheureusement, vous ne pouvez plus rien faire. Raccrocher, c'est un échec. Tout l'art, c'est de garder le contact. Sylviane a 21 ans d'expérience. Expédition de ce livre. Vous pouvez m'envoyer tout ce que vous voudrez. Si vous voulez le livre, vous venez le chercher. Je vous dis que je ne le reporterai pas à la poste. Vous viendrez le chercher si vous voulez, mais je ne le porterai pas. D'accord. Bon, j'ai pris note pour faire l'annulation de cette collection. Ben, on en a je ne sais pas combien que ma femme qui vous les paye. Oui. Moi j'en ai marre de voir des livres traîner partout. Pour gérer un client excédé, il y a des techniques consignées dans un argumentaire. Ici, on garde cette Bible à portée de la main. Oui, mais je peux peut-être vous donner une explication pourquoi vous l'avez reçu. Oui. Bon, alors vous avez reçu... Les ficelles, appeler le client par son nom, lui donner toujours raison, mais surtout, ne jamais s'énerver. Eh bien, nous, on ne veut pas de livres qu'on ne commande pas. Et un point, c'est tout. Vos livres, vous pouvez les garder parce que je n'en veux plus. D'accord. Bon, ben, j'ai bien pris note de votre demande d'annulation, monsieur. Oui. Bien, mais je vous remercie de votre appel. Au revoir, madame. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir, monsieur. Si je commence à m'énerver, il va le sentir, hein, ou à être impatiente, parce que ça aussi, ça arrive. On devient impatient, on a envie de boucler, de se dire, ouais, c'est terminé, on n'en parle plus. Ben, ça, faut pas lui faire ressentir. Hein. Ce monsieur, il vous a parlé de sa femme. Oui, ben, j'en ai pas tellement tenu compte. Hein. J'étais avec lui, sa femme, elle était derrière. Je suis persuadée qu'elle était derrière, j'entendais des bruits. Vous patientez, je regarde. À cette cadence-là, on ne tient que 5 heures par jour au téléphone, mais ici, les mécontents seront toujours bien reçus, et pour cause, un client de perdu, c'est 5 clients à gagner pour rattraper la perte de chiffre d'affaires. Sélection, monsieur, elle est toujours précieuse, hein. C'est contre les administrations et les services publics que les Français râlent le plus. La SNCF est une cible privilégiée. Combien de lettres ici? Oh, il y a 2 ans et demi de lettres. 15 000, 15-16 000 réclamations.
Et ce ne sont que les archives d'une seule gare, celle de Lyon-Perrache. Retard de train et correspondance ratée, problème avec des contrôleurs, grève à la SNCF, tout est bon pour protester. On trouve aussi quelques détails qui comptent aux yeux des râleurs. Exemple, une horloge qui a 5 secondes de retard, ou... Monsieur le directeur, ayant récemment effectué un voyage en train sur l'itinéraire Lyon-Grenoble, j'ai constaté que le WC du wagon déversait les excréments directement sur la voie. Je trouve cela moyenâgeux et dangereux pour la santé publique. Je voudrais savoir si vous avez analysé l'impact d'une telle pratique que je pensais abandonner depuis longtemps, en particulier dans les TGV. Est-ce que vous avez répondu à cette lettre? Bien sûr, nous répondons à toutes les lettres de nos clients. Clients, certains préfèrent se dire usagers, comme les millions de voyageurs d'Île-de-France dont les trains ont souvent du retard. On subit, c'est tout. Subir, ce n'est pas le genre de tout le monde. Dominique, Gérard, Luc et Daniel font partie d'une association d'usagers mécontents et ce matin, leur train a plusieurs minutes de retard. Oui, parce que là, on est arrivé à 24 et 27. Oh là là, il n'y a pas 5 minutes. Vous êtes tatillon. Être tatillon sur les retards, c'est leur spécialité. Et pour cause, en octobre 96, leur association a gagné un procès historique contre la SNCF. Désormais, tous les voyageurs de banlieue peuvent demander des dommages et intérêts en cas de retard répété. Ce résultat, le commando l'a obtenu en venant régulièrement collecter des bulletins de retard à ce guichet. Ce matin encore est une occasion à ne pas manquer. 8h38, normalement, qui est prévu sur l'horaire à 8h38. Pourquoi il est arrivé à 8h43? Je veux savoir pourquoi le train a 5 minutes de retard. Ce qui nous a été signalé, ça a été un retard de 3 minutes et demie. Oui. 3 minutes et demie, 4 minutes, je pense que c'est pas là réellement le souci. Donc, sont considérés comme étant en retard des trains qui arrivent à destination avec au moins 6 minutes de retard. C'est pas satisfaisant. Et alors, je comprends pas. Vous me dites qu'il est pas en retard, monsieur me dit qu'il est en retard. Non, il y a une notion. Je réponds à la question que vous m'avez posée. Quels étaient les critères qui étaient pris en compte pour une notion de retard? Il faut plutôt chercher à résoudre les problèmes. Tout à fait. Moi, j'ai cherché à savoir pourquoi il était en retard. Mais on me dit incident de circulation. Incident de circulation, là on retombe sur la même sur le problème. On n'a pas le même langage. Si on a des cas, et vous le savez très bien, de jeunes qui ont raté des épreuves à cause de vous. Mais je suis porte-parole avec mes amis. Et c'est pour tous ces gens silencieux qu'on est là. Et on aimerait que vous changiez d'attitude. Alors il y a des évolutions positives, on ne le nie pas, il y a des évolutions positives, mais vous avez très longtemps et trop longtemps traité les voyageurs banlieue, on appelle nous les usagers banlieue, par un profond mépris. Et on le sait très bien, on vous rapporte rien, on vous coûte. Mais vous n'avez pas l'information. On a eu la démonstration. Vous n'avez pas. L'information, on vous a expliqué pourquoi il n'y avait pas eu l'information. Le motif du retard, c'était un retard qui a été pris dans une gare intermédiaire, un retard d'1 minute et demie. Bien. Allez, bonne journée. Au revoir, merci. Nous sommes des râleurs. Ça, c'est des excités du retard. C'est en maintenant l'impression qu'on arrive à faire rentrer dans la culture SNCF le fait qu'ils ont quand même